deuxième session de notre après-midi consacrée aux solidarités intergénérationnelles et aux solidarités générationnelles. Après la petite enfance, nous allons vers les retraites. Vous allez me dire, on saute quelques étapes, mais nous avons quand même traité d'un dossier copieux et maintenant nous allons traiter d'un dossier très copieux avec deux invités de marque extrêmement compétents pour aborder ce sujet. Renaud Villard, qui est directeur général de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse, et avec Didier Blanchet, qui, entre autres casquettes, est aujourd'hui à la tête du comité de suivi des retraites, dont d'ailleurs il nous dira un petit mot, parce que dans le public, tout le monde sait ce qu'est la CNAV, et 99% des gens savent ce qu'est le comité de suivi des retraites, mais il y a 1% auquel il faut lui rappeler un peu ce qu'il est. Comme pour nos précédentes opérations, vous avez un QR code, vous prenez votre smartphone, c'est un ordre, et vous flashez, et vous arrivez sur un site internet qui vous permet de répondre en un mot, peut-être deux, à la question qui va nous occuper et qui est assez compliquée. Quelle perspective pour les retraites? Vous pouvez nous faire part de vos souhaits en un mot, de vos peurs, de vos plaisirs, et ceci va faire un petit nuage de mots que, comme d'habitude, je vais commenter comme une course de PMU, parce que les mots vont être les uns à côté des autres, et ensuite je me tournerai vers nos deux invités pour qu'ils réagissent aux différents termes que vous avez bien voulu mettre en avant. Pour le moment, je meuble, parce que comme le nuage de mots n'apparaît toujours pas, je suis incapable de dire ce qui vous fait peur ou ce qui vous fait plaisir, ou ce qui est, à votre avis, le point crucial de l'avenir des retraites. Ce que j'observe, c'est que pour le moment, les 4 mots sont de même taille, ce qui veut dire qu'aucun d'entre vous n'a triché et n'a plusieurs fois mis le même mot, et ça veut dire aussi qu'aucun mot n'a été cité par plusieurs d'entre vous. Donc pour le moment, il y a le sujet du pouvoir d'achat. Je vois que le terme de chimère est apparu, peut-être les perspectives qui sont des chimères, ou alors que les réformes structurelles sont des chimères. Je vois que le mot réforme est quand même celui qui est au centre. Il a bougé, le financement, bien sûr. Je vois que l'adjectif compliqué est apparu, comme sur l'ensemble de nos sujets d'ailleurs. Conflits sociaux, en bleu, c'est la couleur peut-être qui s'imposait. Universel, c'est le lien avec le qualificatif de la précédente réforme, enfin en tout cas de ce qui était allé jusqu'au Parlement précédemment, les régimes spéciaux, les déficits. Ah, mais enfin quelques termes quand même qui se dégagent. Âge, bon, ça fonctionne bien. Inégalité, une préoccupation pour les inégalités. Réforme sera peut-être le sujet en rouge, ou le mot en rouge qui restera au centre du nuage de mots. Et donc, je n'aurai pas moi à le commenter, mais nos deux invités réagiront certainement au fait que c'est la réforme qui vous semble le sujet le plus important quand on parle des perspectives. Mais donc, naturellement, quelle réforme? Je vois que, quand même, plusieurs d'entre vous ont mis, mais j'imagine que c'est plutôt la même personne, n'a pas de retraite. Donc là, c'est la version un peu inquiète, ou très inquiète. Je vois que les sujets d'espérance de vie, de bien vivre, etc. sont ceux qui entourent, voyez-vous, le terme de réforme, qui se double d'ailleurs de celui de réforme nécessaire. Alors, maintenant que ce nuage de mots est bien engagé, je ne pense pas que cela change le cœur du nuage de mots, et je vais me tourner vers nos deux invités pour leur demander, alors, quand ils voient tous ces mots qui bougent dans tous les sens, au-delà de dire que c'est joli et interactif, de dire ce qui les marque là, dans ces termes, lorsqu'on pose notre question de cette belle session, quelle perspective pour les retraites? Vous voyez, ce à quoi pensent les gens, une partie des gens qui nous regardent, c'est cela. Alors, Renaud, peut-être? Merci beaucoup. Alors, ce qui est frappant, c'est au-delà de la réforme placée au cœur, mais là, je soupçonne un piratage informatique volontaire. Au-delà de cela, ce qui est frappant, c'est la forte présence des connotations plutôt négatives, mélange d'inquiétude et d'injustice. On a beaucoup soit d'inquiétudes très fortes, pas de retraite, etc., soit beaucoup d'éléments sur l'inégalité et la complexité. Ce qui est très frappant, c'est que fondamentalement, tous les termes négatifs l'emportent assez fortement sur le positif, ce qui interroge énormément. Alors, il y a certes, évidemment, on aura l'occasion d'en reparler, des problèmes de financement, mais finalement, les termes amélioratifs, il y en a quelques-uns, sur chance, justice sociale, sont largement gommés, dominés par un sentiment profond, soit de survie difficile du système, soit de profonde inégalité du système. Et c'est très frappant parce qu'on voit en réalité les coups de boutoir un peu
du coup dans l'opinion, y compris une opinion extrêmement éclairée. Du côté finalement, la retraite, la question systémique sous-jacente reste un marqueur, alors même que, et on pourra y revenir dans les questions, fondamentalement, si on en était plus qu'à cela, en quelque sorte, la marche à franchir serait sans doute plus facile. Mais je suis très frappé, et pourtant parmi vous tous et vous toutes qui êtes des sachants et très éclairés de la protection sociale, cette connotation à la fois inquiète et surtout presque négative d'un système de retraite qui pourtant nous a permis quand même de réduire de manière très considérable la grande pauvreté des aînés. Bien. Alors, donc on a une centaine de mots, une centaine de personnes qui ont mis au moins un mot. Je vois que RGCU arrive en plein milieu, mais là, je fais l'hypothèse forte que nous avons un opérateur du RGCU ou un fan du RGCU. Je me tourne vers Didier maintenant. Alors, quelles observations? Oui. Si j'avais dû répondre, moi j'aurais dit simplement pas simple et j'ai vu le mot compliqué apparaître à un moment, donc ça m'a rassuré de penser que je n'étais pas seul à voir les choses de cette façon-là. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est de voir apparaître assez tôt, il figure toujours en assez gros le mot inégalité. Traditionnellement, on n'attend pas du système de retraite qui contribue très fortement à la résorption de l'inégalité, c'est plutôt un outil qui sert à permettre aux gens de préserver à la retraite le niveau de vie quand ils avaient en activité, donc ça c'est censé reproduire plus ou moins les inégalités supposées admissibles qu'on a durant la vie active. Mais ce qui se passe, c'est qu'avec le probable ralentissement de la croissance et tout le thème de la croissance verte, le fait que ça va peser davantage sur cette catégorie de population, je pense qu'on va avoir, le système va être mis sous pression croissante pour contribuer également davantage à cette question des inégalités verticales. C'est un peu là-dessus d'ailleurs que je pensais conclure mon exposé, donc j'y reviendrai. C'est du teasing, ça, comme disent les spécialistes. Hein. Donc maintenant, Renaud, vous avez la zapette, la parole et l'appui sur votre formidable PowerPoint. Et je redis à ceux qui nous auraient rejoints qu'ils peuvent nous poser les questions, nous faire les remarques qu'ils souhaitent sur le fil de discussion. Et le fil de discussion arrive, c'est magique, alors qu'il n'est pas câblé, sur mon smartphone. Voilà. Merci beaucoup. Je vais essayer effectivement d'être relativement concis et plutôt de poser un peu quelques éléments de diagnostic ou de panorama ou de mise en perspective. Alors d'abord, quelques chiffres bien que je ne commande pas. Un seul malgré tout et qui est frappant, ou deux plutôt. Le premier, c'est qu'on vient de franchir, on est en train de le chercher d'ailleurs, 15 millions de retraités du régime général. Alors c'est un chiffre symbolique, mais si quelqu'un le connaît d'ailleurs, on est en train. Alors il serait quelque part vers Limoges, mais je n'en suis pas encore certain. Mais on a franchi ce marqueur pour le seul régime général du 15 millions de retraités. Il y a un prix spécial. Il y aura sans doute peut-être un sac goodies de l'assurance retraite généreusement offert. Et le deuxième chiffre en écho en quelque sorte, c'est celui des bénéficiaires du minimum vieillesse ou de l'ASI, c'est-à-dire ceux les plus précaires et pris en charge par des dispositifs non contributifs qui sont environ 500 000, soit un peu plus d'un trentième du volume total, et qui montre bien finalement, et je rejoins complètement ce que disait Didier Blanchet, c'est qu'en réalité on a un système de retraite qui couvre plutôt bien en termes de taux de remplacement et qui permet finalement mécaniquement de sortir majoritairement de la grande pauvreté, et avec ce filet de solidarité qui est de moins en moins mobilisé. Deuxième chiffre que là aussi je commande très rapidement, même s'il a pu parfois, et fait encore parfois polémique dans le débat public, c'est la part croissante des prestations de vieillesse dans le produit intérieur brut, part croissante mécaniquement, un reflet évidemment du vieillissement assez net de la population, et une part qui serait amenée, avec tous les conditionnels qui s'imposent, à se stabiliser, voire à légèrement diminuer, mais on est encore dans cette période de forte croissance, avec une pression évidemment sur la dépense publique liée à cette augmentation du poids dans le PIB. Deuxième élément, et qui finalement montre que par certains côtés, il y a une réforme systémique implicite qui est en cours, c'est la part croissante du régime général. Aujourd'hui, le régime général, c'est 80% des assurés, 40% des dépenses. Après-demain, le régime général, c'est 50% des dépenses et non plus 40%, et 95% des retraités affiliés, enfin relevant du régime général. Donc une forme de massification ordinaire en quelque sorte du régime général qui reflète finalement progressivement les clauses du grand-père, notamment par exemple de la SNCF, et la mise en fermeture progressive d'une bonne partie des régimes spéciaux. Les projections, c'est un PowerPoint animé, je vous avoue que je le découvre en le présentant devant vous, parce que je l'ai vu en version imprimée. Les projections, alors je vais zapper les animations. On est là
La courbe en bleu, c'est le solde du régime général. Et vous le voyez, le régime général devient non seulement le régime, je l'ai dit, de loin le plus massif, mais c'est aussi le régime le plus en déficit, pour une série de raisons qui s'expliquent. C'est celui qui contribue en quelque sorte le plus au déficit global du système des retraites. Une fois qu'on a dit cela, vous avez les deux courbes oranges, qui sont les courbes en solde de tout régime, y compris donc sur du long terme, au-delà même de l'horizon de pilotage politique d'un régime de retraite, avec un système de retraite très durablement en déséquilibre très marqué sur toute la chronique, dans la convention centrale. La convention en pointillé, qui est parfois mobilisée dans le débat public, c'est une convention qui certes est beaucoup plus rassurante, puisqu'on retrouve l'équilibre quelque part vers 2050, mais c'est une convention qui suppose une espèce d'État bienfaiteur, en quelque sorte, qui accepte de maintenir son effort financier pour les retraites, indépendamment du nombre de collaborateurs pour lesquels il cotise. Ça revient mutatis mutandis, c'est-à-dire qu'un employeur qui passerait de 1000 à 100 salariés accepterait de continuer à cotiser comme s'il avait 1000 salariés. Ce serait un employeur particulièrement bienfaiteur, pas nécessairement très éclairé. Et du coup, quelques chiffres volontairement abrupts, pour ouvrir le débat. Si on prend les deux projections précédentes, la projection la plus alarmiste, à mon avis la plus réaliste, et la projection qui repose sur un État bienfaiteur, on a un déficit cumulé, parce que parler en annuel, on se dit 10, 15 milliards, ma foi, quasiment, pardonnez-moi l'expression, on n'est plus à ça près. En cumulé, on a selon la projection, on a autour de 500 milliards en cumulé sur les 25 prochaines années. J'ai pris les 25 années parce que c'est globalement, à mes yeux, l'horizon de pilotage politique d'un régime de retraite. 500 milliards. Et 500 milliards, il y a plein de manières de trouver 500 milliards. Vous pouvez mettre 500 milliards de dette. Aujourd'hui, la dette doit être 2000 milliards, un peu plus. On peut dire que la dette augmente du coup de 25%. Vous pouvez faire cotiser chacun des Français à 50 € par mois. Vous pouvez donc, il y a plein de manières de trouver 500 milliards. Et une des manières la plus intuitive, en quelque sorte, c'est la manière paramétrique, relativement classique. Et là, je vous ai mis les panachages, mais en réalité, on peut évidemment mobiliser différents leviers. Le levier le plus efficace, c'est une mesure d'âge un peu dynamique qui couvre à peu près le besoin de financement. L'accélération de la durée d'assurance de la réforme dite Touraine, évidemment à un rendement bien inférieur. Et puis évidemment, après, tous les panachages sont possibles, soit du paramétrique de l'âge, de la durée, soit une baisse du montant des retraites, soit une augmentation des prélèvements obligatoires. De toute façon, pour piloter un régime de retraite, on finit toujours quelque part dans ce triangle des Bermudes, recettes, montant des prestations ou durée de service des prestations. Alors là, c'est un impact qui semble anecdotique, mais qui est très important pour les assurés concernés, c'est que dès lors que l'on touche à un paramètre d'âge d'ouverture des droits, et la durée a à peu près le même effet, il y a évidemment des impacts très nets sur le flux des personnes qui partent à la retraite, puisque c'est des personnes qui sont forcées d'attendre 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an de plus. Et donc ça a un impact direct sur le gestionnaire, avec des départs à la retraite qui finalement ne collent plus directement à la démographie. Alors ensuite, et je terminerai là-dessus, quelques vérités toujours bonnes à entendre, y compris certaines parfois contre-intuitives sur la retraite. Alors là, une vérité qui est plus connue, mais qui me semble toujours utile de rappeler, c'est qu'aujourd'hui, on a un niveau de vie des retraités qui est comparable à celui de la population, notamment lié au fait que les retraités sont souvent propriétaires de leur logement, et qu'ensuite, sans réforme, on a une dégradation progressive du niveau de vie des retraités qui, en fonction des scénarios, plus la croissance est élevée, évidemment, plus le niveau relatif diminue, qui finirait quelque part à la fin de la chronique autour de 80%, ce qui d'ailleurs peut faire un consensus politique, je ne le déplore pas en disant cela, mais on voit finalement une forme d'inversion de la courbe, même si l'expression n'a pas nécessairement réussi à son inventeur, puisqu'on retrouverait finalement peu ou prou en fin de chronique, en 2070, des résultats des années 1970, finalement, le siècle est têtu. Deuxième intuition qui n'en est pas une, c'est le croisement des courbes. Il y a une courbe qui s'est croisée en 2021, c'est la courbe de la durée d'assurance. Dorénavant, les femmes ont une durée d'assurance plus longue
que les hommes, et les courbes se sont croisées définitivement, sauf réforme, puisque les femmes auront une durée d'assurance de plus en plus importante par rapport à celle des hommes. C'est lié notamment au mécanisme de trimestre accordé du fait des enfants. Ça finit quelques années plus tard par se retranscrire sur l'âge de départ à la retraite, puisqu'aujourd'hui les femmes partent plus tard à la retraite, et notamment partent beaucoup moins en carrière longue, et on voit les courbes bleues et rouges qui se croisent quelque part avant les années 2030, reflet mécanique d'une durée d'assurance plus longue, et avec et l'intuition n'est pas intuitive, pardon pour la tautologie, avec finalement durablement un écart de presque un an entre l'âge de départ projeté des femmes par rapport à celui des hommes. Donc les courbes là se croisent et s'inversent. Deuxième idée reçue que l'on peut un peu challenger, c'est que certes l'espérance de vie des femmes reste nettement supérieure à celle des hommes, avec un delta qui reste à 4 ans, mais c'est un peu moins vrai si on prend l'espérance de vie sans incapacité, où finalement la comparaison entre celle des hommes et celle des femmes, si on prend sans incapacité, le delta n'est non plus de 4 ans, mais le delta n'est plus que de 1 an, puisqu'on voit la période d'espérance de vie où l'écart le plus important se situe dans la période d'espérance de vie avec incapacité sévère, ce qui évidemment interroge et nous incite évidemment à réduire toujours plus cette période, ce haut de la courbe, cette période avec incapacité sévère, 3 ans chez les hommes, 5 ans chez les femmes, avec tous les mécanismes de prévention qui doivent nous permettre, on l'espère, d'augmenter l'espérance de vie sans incapacité. Je crois que j'ai épuisé mon temps, donc je n'ai pas le temps de commenter cette diapositive. Alors si je peux prendre 30 secondes pour commenter 35 secondes. Ce que j'appelle cet éléphant, qui je trouve est assez intéressant parce que finalement, là, vous avez là en quelque sorte le portrait robot des carrières des assurés qui viennent de partir à la retraite. Les hommes à gauche, les femmes à droite. Portrait robot où on voit finalement la composition de leur durée d'assurance totale, avec évidemment la domination massive des périodes d'emploi en bleu foncé, avec finalement en bleu foncé ou en bleu ciel, et avec finalement des mécanismes de solidarité qui pèsent, mais qui pèsent moins que ce à quoi on s'attendrait, alors même que les assurés partis récemment à la retraite sont des assurés qui n'ont jamais connu le plein emploi, qui sont des assurés qui ont commencé leur carrière après la crise au moment de la crise des années 70, et on voit donc ce poids des périodes de solidarité, avec en vert en particulier le chômage, en rose chez les hommes le service militaire, et l'impact très lourd d'un mécanisme de solidarité qui est le plus inconnu du monde, mais qui encore maintenant pèse énormément dans les carrières des femmes, qui est la VPF, alors vous parliez de la branche famille tout à l'heure, la VPF, c'est une cotisation de la branche famille pour faire vite, les femmes au foyer modestes qui s'occupent de leurs enfants et restent au foyer pour s'occuper de leurs enfants, qui, sur des personnes qui partent à la retraite aujourd'hui, ont un impact extrêmement important sur la durée d'assurance, mais aussi sur le montant des retraites des femmes. Et c'est tous ces mécanismes un peu invisibles, complètement inconnus des assurés. Je pense qu'on demande à n'importe quel assuré bénéficiaire de la VPF ce que c'est, il ne le sait pas. Mais c'est cette main invisible, en quelque sorte, qui n'est pas celle de marché, mais celle de la protection sociale, qui vient en réalité fortement corriger les durées d'assurance. Même si là, on le voit, on est en 2017, on est avant le croisement des courbes, la durée d'assurance des femmes reste inférieure, encore en 2017, à celle des hommes, surtout que là, on ne prend pas en compte ici les majorations de durée d'assurance liées aux enfants qui viennent en quelque sorte achever de remplir la courbe, ce que je surnomme l'éléphant parce que ça trahit là le fait que je suis un piètre statisticien, la courbe en éléphant et que je trouve toujours très, très éloquente. Et merci de m'avoir laissé le temps de parler de l'éléphant. Très éloquente, comme toute cette prise de parole dense, précise et riche d'informations. On peut commencer à prendre quelques petites questions à vous deux, comme ça, parce que de toutes les manières, elles seraient reposées ensuite. C'est des questions qui traversent les esprits de pas mal de monde. Il y a 2 questions générales et une assez précise sur le niveau de vie des retraités. C'est que peut-on dire du niveau de vie des retraités non propriétaires de leur logement? Plus précisément, je pense que c'est que peut-on dire de la situation des retraités selon qu'ils sont propriétaires de leur logement ou selon qu'ils sont locataires. Ça laisse quoi tous nos 2 interlocuteurs? Peut-être Didier. Il faut prendre le micro si on veut répondre. Le corps propose, il faudrait que je retourne voir le rapport du corps, il propose 2 indicateurs, enfin même plus que ça, de niveau de vie relatif des retraités, donc selon qu'on prend en compte ou pas ce qu'on appelle les loyers imputés, donc qui sont l'équivalent monétaire
enfin le loyer qu'on est dispensé de payer quand on est propriétaire et qu'on peut donc assimiler à un revenu supplémentaire. Donc effectivement, quand on prend en compte ce facteur-là, ça fait un niveau de vie des retraités encore un peu supérieur. Je crois que celui qui a été affiché et celui sans cette correction, ça fait quelque chose d'encore un peu supérieur par rapport à celui des actifs. Maintenant, entre un retraité propriétaire et un retraité non propriétaire, il y a aussi le fait que de toute manière, c'est des gens qui appartiennent à des catégories différentes, donc les niveaux de vie seraient très différents parce que ce n'est pas les mêmes gens qui sont locataires ou propriétaires aux différents niveaux de l'échelle des revenus. Alors, il y a une question là qui revient plusieurs fois, c'est le revenu universel, je l'exprime ainsi froidement, le revenu universel de retraite, pardon, le régime universel de retraite est-il définitivement abandonné? Vu de ma fenêtre, en tout cas, il est plus posé comme une priorité politique. Je pense qu'il y a deux sujets en revanche qui continuent à être assignés comme une priorité politique. L'un de manière plus nettement affirmée, l'autre de manière plus discrète en quelque sorte. Celle de manière plus nettement affirmée, c'est l'ambition de clarification et de simplification qui était un des sous-jacents du régime universel. Parce que le régime universel, c'était pas le jardin à la française des 43 régimes, c'était aussi rendre, et on l'avait vu dans le nuage de mots, rendre un peu plus lisible, un peu moins complexe le système de retraite. Il y a une deuxième ambition qui n'est pas très présente dans le débat public, mais qui, je crois, dans les prises de parole du président de la République, reste une ambition assumée, c'est celle de mettre en extinction les plus spéciaux des régimes spéciaux. Ce que j'appelle les plus spéciaux des régimes spéciaux, il en reste peu, principalement c'est le régime de la RATP, puisque en réalité, on a toujours les régimes spéciaux en tête, il en reste peu des régimes très spéciaux. Alors après, s'il y a les régimes extraordinairement spéciaux, le régime de l'opéra, mais là on parle d'un volume d'assurés extrêmement faible. Mais dans les gros régimes spéciaux, très spéciaux, il ne reste plus que le régime de la caisse de retraite et prévoyance de la RATP, puisqu'après, la fonction publique est un régime un tout petit peu particulier, et je crois qu'il n'y avait pas d'intention, en tout cas là-dessus, de mise en extinction du tout du régime de la fonction publique. Donc, c'est sans doute pas un régime universel avec tout ce que ça supposait de Big Bang, y compris de conversion, de points, de règles de pilotage implicites. C'est en revanche l'idée, à tout le moins simplifier, voire même mettre en extinction certains régimes. C'est en tout cas comme cela que je comprends aujourd'hui le débat public. Didier, une autre fenêtre sur ce régime universel des retraites? C'est à peu près la même, hein. Le besoin subsiste. Après, effectivement, on arrivera peut-être progressivement à quelque chose de plus lisible, de plus transparent, et qui corrige un grand nombre de micro-inégalités du système actuel, mais plutôt dans le cadre d'une autre démarche. On a fait l'essai du Grand Soir. Bon, finalement, ça n'a pas marché, un peu à cause également d'un événement extérieur. Là, ce qu'il faut peut-être envisager, c'est une démarche de pas progressive, mais essayer de l'avoir en fonction d'une cible. Plutôt que réformer au coup par coup, et des fois on va dans un sens, des fois dans un autre, des fois on complexifie, des fois on simplifie, essayer d'avoir une vue un peu de ce qu'on veut atteindre et le faire progressivement. Ce qui est un peu compliqué, il est vrai, en raison de l'alternance, tout ça, c'est pas évident de suivre un chemin en ligne droite, mais enfin il faudra essayer quand même d'avoir une ligne d'horizon en fonction de laquelle on essaie de se coordonner. Une dernière question là, qui est apparue au moment où Renault, enfin après que Renault ait développé ses premiers propos assez positifs, même très positifs sur le système de retraite, c'est sur les jeunes. La question était ainsi libellée. Des jeunes évoquent souvent leurs craintes à l'égard du système de retraite. Est-ce que vous pouvez les rassurer? Je pense que derrière la question, c'est certains sondages dans lesquels on nous indique que les jeunes ne croient pas devoir pouvoir toucher une retraite à leur vieux jour. Alors d'abord, ces sondages existent et c'est dramatique. C'est quand même terrible de se dire, y compris des jeunes actifs, à qui on prélève sur le risque retraite quasiment 30% de leur salaire. Ils mettent chaque mois 30% sur la table et ils se disent ce 30% c'est cadeau. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire c'est 30%, c'est pour payer la retraite, certes, de mes grands-parents bien aimés, mais moi, j'aurais rien. C'est ça, enfin, c'est pour moi une fragilisation majeure du consensus de la protection sociale. Donc ça, évidemment, notre responsabilité, c'est de dire, mais les 30%, enfin 28%, mais peu importe, que vous mettez, enfin, qui vous est prélevé, vous ne les mettez pas sur la table techniquement, mais quand même qui vous sont prélevés sur un salaire brut, avec du coup un écart brut-net qui est quand même important en France, ces 28%-là, on vous garantit qu'évidemment, ils donneront lieu à votre tour à une retraite. Sincèrement, j'ai aucune inquiétude là-dessus, au regard de l'attachement viscérale du peuple français à son système de retraite et aux garanties qu'il apporte. On n'aurait pas des débats aussi passionnés sur les retraites et des risques
pas complètement négligeable, d'user nos souliers dans les prochains mois, s'il n'y avait pas cette passion pour les retraites qui garantit finalement que, quelles que soient les alternances, on aura une sécurisation toujours plus forte de notre système de retraite. Là, en revanche, et je rejoins pleinement ce que disait Didier Blanchet, on a sans doute dorénavant une attente nouvelle, ou en tout cas qui va croissant sur le système de retraite, c'est le côté votre truc c'est sympa, bon déjà on voudrait en avoir une, mais effectivement il faut qu'il soit redistributif. Et on voit d'ailleurs que c'est imposé très fortement dans le débat public, ce qui était au début un objet assez discret, le côté la minimale à 1100 €, etc., de dire fondamentalement ce qui fait du système de retraite un système beaucoup plus redistributif encore qu'il ne l'est. Donc le débat sur la retraite change. En revanche, cet attachement vissé, ou alors il faudra vraiment changer beaucoup l'ensemble de nos concitoyens pour que ce système de retraite soit mis en fragilité. Il faut le réformer, c'est certain, mais oui, je peux dire les yeux dans les yeux à n'importe quel jeune actif ou même à n'importe quel enfant qui vient de naître et qui vient d'être pris en charge, gloire à lui, par la branche famille, qu'effectivement il aura une retraite. Oui, effectivement. Cette crainte, elle existe, mais effectivement, c'est une surinterprétation de ce que font les réformes. Les gens s'imaginent qu'à force de faire des réformes, on va supprimer le système de retraite et donc ils auront cotisé complètement à perte. En fait, ce que visent à faire les réformes, c'est plus ou moins à stabiliser la part des retraites dans le PIB. Donc ça veut dire, à terme, une masse de retraite qui évoluerait comme le PIB, et ça veut dire du point de vue de l'assuré par rapport à ce qu'il a cotisé, il récupère ce qu'il a cotisé, augmenté de ce qu'a été la croissance du PIB entre les deux dates. Donc ça reste des rendements positifs. Là où effectivement, il y a une interaction avec la problématique redistributive, c'est que ça nous donne le rendement moyen du système de retraite pour l'individu moyen. Mais si on veut mettre une dose de redistributivité verticale plus importante dans le système, ça veut dire que par rapport à ce rendement moyen, il faut donner plus aux gens qui sont en bas de l'échelle. Et si on veut le financer, il faut donner moins aux gens qui sont en haut de l'échelle. Donc c'est vrai que pour les gens qui sont plus en haut de l'échelle, il y a effectivement un retour qui est réduit par rapport à ce retour macroéconomique. Et donc c'est un peu la ligne de crête sur laquelle on doit fonctionner. Parce que si on veut garder un soutien suffisant pour le système de retraite, il faut que quand même tout le monde, même s'il est normal que certains en tirent davantage par rapport à leur cotisation, il faut que tout le monde garde l'impression de recevoir quand même quelque chose de relativement proportionnel à ce qu'il a cotisé dans son passé. C'est ça qui fait l'acceptation du prélèvement. Avant de passer la parole à Didier pour nous interpréter à sa manière notre chanson commune, quelle perspective pour les retraites, il y a une question précise qui est posée, c'est est-ce qu'en repoussant l'âge légal à 65 ans, le cas échéant, on repousse par ricochet l'âge du taux plein à 70 ans? Là-dessus, il n'y a effectivement pas eu d'expression forte. Dans l'état actuel des textes, si on ne fait que bouger l'âge de départ à la retraite, oui, parce qu'aujourd'hui, l'âge du taux plein, il est écrit en âge légal plus 5. En revanche, pour moi, ça fait partie de tout l'espace. De même, entre 62 et 65 ans, il y a plein de numéros, notamment 63 et 64, et ça fait partie aussi de tout l'espace possible, parce que le seuil symbolique des 70 ans pourrait être vu comme particulièrement anxiogène. Donc, à droit constant, oui, mais pour moi, c'est vraiment justement tout l'espace du politique. Aujourd'hui, on a un système qui est très très bizarre. Il y a déjà 4 âges de départ à la retraite. Départ anticipé, travail handicapé, carrière longue, pénibilité, 62 ans, 65 ans, on peut avoir l'ASPA, et 67 ans, le taux plein. Donc voilà, c'est peut-être là-dessus que ça souligne bien que les écarts entre l'âge légal et l'âge du taux plein ne sont pas gravés dans le marbre. Et peut-être que dans 3 ans, il y aura 8 âges de départ à la retraite, ce qui ne plaiderait pas pour la simplification du système. Mais voilà, tous les champs sont possibles. Pour le coup, pour moi, il n'y a pas de certitude dans la matière. Et il n'y a pas eu d'expression publique, en tout cas, sur le sujet. Didier, à ce sujet, complément ou la question portait plus précisément sur ce qu'on appelle techniquement l'âge d'annulation de la décote, c'est-à-dire l'âge auquel on peut bénéficier du taux plein indépendamment de la condition de durée de cotisation. Par contre, l'âge du taux plein pour les gens qui atteignent cette durée de cotisation avant cet âge maximal, lui, il dépend effectivement que du critère de durée. Et donc, si on remonte à 65 ans l'âge minimal, effectivement, tout le monde sera obligé d'attendre 65 parce que personne ne pourra partir avant. Mais ça ne veut pas dire forcément que le taux plein serait décalé à 70. Il sera à 66 pour des gens, par exemple, qui ont commencé à cotiser à 23 ans. D'accord. Et bien maintenant, deuxième interprétation de notre thème, quelle perspective pour les retraites, avec un petit mot introductif sur le comité de suivi des retraites. Oui, donc je veux dire, parce que je pense qu'il y a un peu plus que 1% de la population qui ne sait pas ce qu'on fait, qui ne nous connaît pas. Donc c'est un micro-comité qui a été créé par la réforme de 2014. L'idée, c'était d'essayer d'introduire un dispositif de pilotage plus fluide du système de retraite, parce que jusque-là, on avait procédé beaucoup par grandes réformes, et puis entre chaque réforme,
Le dossier était un peu refermé, et puis tout d'un coup on se réveillait, on disait tiens, il faut en faire une autre, et puis ça redevenait à nouveau assez compliqué. Donc ce qui a été fait dans la réforme de 2014, ça a été d'une part le corps maintenant rend ses projections tous les ans, alors qu'avant il en faisait tous les 3, 4 ou 5 ans, ça dépendait. Et sur la base de ces projections qui sont devenues annuelles, mais qui sont donc le corps a très bien rempli son rôle pour la construction d'un diagnostic partagé sur le système de retraite. Quand moi j'ai commencé à travailler sur les retraites dans les années 90, les gens doutaient même que faire des projections démographiques, à l'époque c'était à 2040, que ça avait un sens. Donc là-dessus, les choses ont quand même beaucoup bougé. Donc le corps a bien rempli cette mission, mais par contre, voilà, étant composé de l'ensemble des partenaires sociaux, de représentants de l'administration, de personnalités qualifiées, tout ça, il n'a pas vocation à prendre position ni sur la nécessité de réforme, ni sur le type de réforme à faire. Et donc l'idée de ce petit comité, c'était un peu de servir de courroie de transmission sur la base du rapport du corps chaque année, de rendre un avis sur ce qui pensait être l'état du système de retraite et éventuellement de faire des propositions de réforme. J'expliquerai dans mon exposé que c'est un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas on remplit ce rôle, donc on rend dans la foulée du rapport de corps un avis au Premier ou à la Première ministre. Et donc ce qu'on a fait cette année, c'était le 22 septembre. Là, cette année on a dû le faire très très vite vu le contexte politique par rapport à la remise des projections du corps. D'habitude on a un peu plus de temps et d'habitude ça se fait plutôt au milieu de l'été, ce qui ne joue pas en faveur de notre visibilité parce que comme on le rend le 15 juillet, les médias ne sont pas forcément focalisés là-dessus. J'ai une proposition, il faudrait imprimer les propositions sur un t-shirt. Oui, voilà. On pourrait, oui, mais on n'a pas beaucoup de budget non plus pour ce genre de choses. Voilà. Enfin bon, j'aurai l'occasion justement, je vais montrer un peu le genre de choses qu'on raconte, puisque ce que je veux vous présenter s'appuie sur ce dernier avis qui a été rendu le 22 septembre, donc sur la base des projections du corps qui avaient été publiées le 15 septembre. Donc il faut que j'attrape la chose là pour passer à la... Voilà, c'est ça. Alors, tout d'abord, un petit retour en arrière. Là, je ne vais pas parler tout de suite des projections de 2022. Moi, j'aime bien commencer les expositions en retraite en rappelant un peu ce qu'on aurait eu si on n'avait rien réformé depuis 1993, parce que des fois, on dit, ouais, la réforme de retraite, il faudrait commencer. Enfin, non, en France, les gens sont quand même conscients qu'il y a eu des réformes. Mais quand vous parlez de la France à l'étranger, parfois, ils sont persuadés que la France n'a toujours pas réformé son système de retraite, parce que pour eux, une vraie réforme, c'est celle comme on a essayé de faire avec le régime universel. Donc, ce que vous avez sur la gauche, c'est en termes de ratio retraite sur PIB. Donc, ça part là, c'est avec un modèle qui permet de reconstituer ce qu'on aurait eu si on n'avait pas fait les réformes, de refaire des projections fictives avec plus ou moins d'aspects des réformes passées. Donc, vous avez en haut la trajectoire qu'on aurait eue si rien n'avait été fait. On serait déjà à 15 points de PIB quasiment de dépenses de retraite et on monterait à 19 ou 20 à long terme. Et alors là, ça aurait été totalement indépendant des hypothèses de croissance économique parce que dans le système initial, les retraites étaient plus ou moins indexées sur les salaires. Donc, quand la croissance était rapide, les retraites aussi, et inversement. Donc, les résultats là sont totalement indépendants de l'hypothèse de croissance. Ce que vous avez au milieu, c'est ce qu'a produit, ce qui a été fait dès la fin des années 80 et ensuite qui a été inscrit dans le dur par la réforme de 93, c'est le passage à l'indexation des barèmes sur les prix. Vous voyez que ça a déjà beaucoup rabattu la courbe. Et ce qui nous met, alors effectivement, là, la convention sur le périmètre des dépenses n'est pas exactement le même que dans les projections du corps, donc là on est plutôt à 13%, enfin non, c'est 13% en 2010, donc quasiment 14,5-15% aujourd'hui, donc ça rabatte déjà beaucoup la courbe, mais par contre ce que ça crée, c'est que l'indexation sur les prix, ça vous crée une sensibilité des résultats à la croissance, parce qu'indexer sur les prix, ça ne change rien quand la croissance des salaires réels est nulle. Par contre, ça fait beaucoup quand la croissance des salaires réels est rapide. Et ce que vous avez en dernier, c'est ce que fait le reste, c'est-à-dire essentiellement les mesures concernant l'âge de la retraite. Et donc, ça, c'était le message qu'on avait à peu près dans les projections du corps de l'an dernier. Soit une stabilisation des dépenses de retraite une fois passé le pic Covid, là, que vous voyez au début de la courbe, ou bien une décroissance dans l'hypothèse de croissance la plus favorable. À l'époque, les hypothèses de croissance de la productivité, elles allaient de 1% par an à 1,8% par an à long terme. Je rattrape ma chose là pour passer au slide suivant, si j'y arrive. Il faut appuyer vers le bas. D'accord. Alors,
quand on voit ça, finalement, on a un peu, pourquoi finalement fait-on autant de foin sur cette question des déficits du système de retraite, puisque les dépenses sont stabilisées en part de PIB. Alors le problème, c'est que la stabilisation globale, bon là je vais développer un peu ce qu'a commencé à vous expliquer Renaud Villard, la stabilisation globale, elle cache des situations différenciées entre régimes. Les dépenses, elles continuent à croître en part de PIB pour la CNAV et le Fonds de solidarité vieillesse, un petit peu pour la CNRACL, mais ça pèse moins lourd parce que le régime est plus petit. Par contre, on s'attend à des replis progressifs pour la fonction publique d'État et également pour l'Agirc-Arrco, surtout pour la fonction publique d'État. Donc les choses se compensent en matière de dépenses, de ratio global dépenses sur PIB. Elles se compensent également en termes de solde si on fait l'hypothèse que fonction publique d'État et Agirc-Arrco sont prêts à recycler leurs excédents effectifs ou virtuels vers les autres régimes. Agirc-Arrco, ça serait un peu des excédents effectifs, mais dans le cas de la fonction publique d'État, ça serait vraiment virtuel. Mais c'est l'hypothèse implicite de ces conventions plutôt optimistes que le corps appelle effort de l'État constant, dans laquelle, même s'il a moins de retraites à verser, l'État continuerait à abonder le système global avec le même nombre de points de PIB jusqu'en 2070. Or, ce recyclage, il ne va pas de soi. Pour la FPE, donc ça a été dit, l'État fait actuellement face à des dépenses très élevées en comparaison de sa masse salariale, qui sont majoritairement financées par de l'impôt. La cotisation des salariés ne représente qu'une faible part. Et s'il y a reflux de ces dépenses, a priori, vu la situation actuelle, on se dit que l'État peut avoir plein d'autres bonnes idées de quoi faire de cet argent. Pas forcément uniquement pour se désendetter, mais aussi pour faire face à d'autres besoins de dépenses publiques. Et donc, il pourrait dire, écoutez, moi j'ai réussi à faire des économies sur mes retraites, j'étais dans une situation anormalement coûteuse, maintenant ça se normalise, l'argent que je récupère, il va me servir à autre chose. Et donc les autres régimes font avec leurs ressources telles qu'elles sont définies actuellement, et auquel cas c'est cette convention dite équilibre permanent des régimes qui est pertinente. Alors le mot est un peu mal choisi, parce qu'on ne comprend pas pourquoi c'est une convention qui s'appelle EPR, équilibre permanent, qui est la plus déséquilibrée, mais il faut l'entendre au sens de l'équilibre permanent des régimes qui bénéficient de subventions d'équilibre, à savoir la fonction publique d'État, et puis je n'ai pas évoqué, mais il y a aussi les autres régimes auxquels l'État verse une subvention, ce genre de subvention d'équilibre. Alors le petit graphique qui vous montre, qui développe donc dans la vie du CSR, et le corps maintenant communique davantage donc sur ces situations différenciées par régime. Vous avez l'évolution du solde CNAV, c'est en haut à gauche, qui est particulièrement négatif dans l'hypothèse de croissance la plus lente. Alors entre-temps, le corps a introduit une hypothèse de croissance plus basse que l'an dernier, 0,7 points par an pour les hypothèses de productivité. Donc vous voyez le déficit se creuser. Et donc ce que vous avez encadré en rose, c'est l'évolution du solde entre guillemets de l'État selon les deux conventions. Et donc il y a une convention où c'est l'ensemble État plus CNRACL. Vous avez une convention donc EPR dans laquelle le solde, il n'y a pas tellement d'économies qui se dégagent. Il y a même un léger déficit qui est celui de la CNRACL. Et par contre, vous avez toute convention équilibre et effort de l'État constant, dans laquelle un solde positif apparaît, effectivement, qui pourrait potentiellement combler les déficits ailleurs, mais moyennant cette hypothèse que l'État est prêt à payer largement pour équilibrer les systèmes de retraite qui ne concernent pas ces anciens salariés. Alors cette question des déficits, elle sera accentuée du rapport 2022 du corps. Cet écart entre les deux conventions, il existait déjà de façon récurrente dans les projections précédentes. L'an dernier, il y avait même historiquement, il y avait en plus une troisième convention qui a été abandonnée pour simplifier un petit peu les messages. Ce qui se passe, c'est que jusqu'à l'an dernier, le message était en moyenne moins négatif, et puis la convention EEC donne l'impression que si on retenait celle-là, les choses allaient à peu près. Cette fois-ci, on a des déficits significatifs, même dans cette convention effort de l'État constant, en raison, comme j'ai dit, il y a un jeu d'hypothèse de productivité qui est décalé vers le bas, et donc moins la croissance est rapide, moins les mesures d'indexation prises sont efficaces en termes financiers. Et puis il y a aussi un effet de la révision des projections de population active, et puis un certain nombre de choses sur lesquelles je passe. Tout ça a fait réviser à la hausse les dépenses en part de PIB. Je vais vous montrer la trajectoire sur le slide suivant. Vous l'avez là. Didier, je me permets de vous demander, parce qu'il y a une question agricole qui nous arrive, qui est où se situe la MSA là-dedans? Je pense que c'est un sujet de régime aligné, donc c'est la même chose. Oui, il y a à la fois des non-salariés et
Donc régime complémentaire, régime de base des salariés. Oui, c'est pas que la CNAV en fait, ça doit être CNAV plus tous les régimes assimilés là. Le régime salarié MSA, son solde est adossé à celui de la CNAV. Donc il est embarqué en quelque sorte comptablement tous les ans. En fait, le déficit du régime MSA salarié est adossé à celui de la CNAV. Sur les MSA non salariés, en revanche, effectivement, je les vois pas apparaître. Alors, il y a non salarié qui est le graphique. Ah oui, du coup, qui doit être l'agrégat l'ensemble des non salariés. Donc, mais les salariés sont agrégés au solde du régime général. Mais chaque fois qu'il y a une question MSA, je la prends. Alors là, ils vont tous me dire de la part d'un MSA. Bon, là, je vous montre la comparaison entre les trajectoires de ratio retraite sur PIB des projections de juin de 2021 et de septembre 2022. Donc, vous voyez que tout a été rehaussé assez significativement, avec une petite bizarrerie, parce que le corps en début de projection s'appuie sur les hypothèses du programme de stabilité du gouvernement, là, qui tablait sur un plein emploi à l'horizon de 2027, donc 5%. Et puis, le corps, en même temps, avait décidé qu'à long terme, il restait sur son hypothèse traditionnelle de chômage à 7%. Et du coup, de façon un peu artificielle, il fait remonter le chômage entre 2027 et 2032. Dans notre avis, on a dit que ça serait bien d'avoir des projections qui corrigent ce petit problème, parce que c'est un peu à l'origine de la petite bosse que vous avez au début. Vous voyez que quand même si on corrigeait ce facteur-là, vous avez des projections en 2022 qui nous font passer... Si vraiment même on prenait à la lettre le scénario le plus bas, le plus défavorable, donc celui qui est en rouge, qui est la productivité à 0,7, et ben vous voyez que ça nous mettrait sur un niveau de dépense qui est exactement un ratio qui est exactement celui qu'on avait au moment du Covid. Et au moment du Covid, on avait dit oui, c'est exceptionnel, ça n'arrivera plus jamais, etc. Et là, si on croit cette projection, on se retrouve de façon durable sur ce genre de niveau de dépense, donc proche de 14,5%, entre 14,5 et 15%. Alors en termes de déficit, vous voyez sur la gauche les projections de l'an dernier avec les deux conventions EEC et EPR. Et donc vous voyez que EEC, donc vous voyez la ligne de flottaison avec le 0%, EEC, on sortait très vite du rose, du rouge, quelle que soit l'hypothèse de croissance. EPR, c'était un peu plus compliqué, il y avait des scénarios où on restait durablement en dessous, mais il y avait quand même aussi un espoir de sortie avec une croissance assez rapide. Et dans les projections de 2022, ça n'est plus du tout le cas. Et même dans la convention EEC, donc si vous prenez le scénario bas, 0,7% de productivité par an, qui moi me semble pas irréaliste. Bon, je suis peut-être un peu techno-pessimiste, mais dans ce cas-là, même avec cette hypothèse, vous restez durablement sur un déficit pas très loin de 1 point de PIB à long terme. Alors, quelles conséquences? Bon, c'est vrai qu'on est un peu embarrassé. Le CSR, dans son mandat, d'après le décret, on doit donner un avis sur le système de retraite au vu des déficits. Et puis, on a deux indicateurs de déficit qui ne disent pas exactement la même chose. Donc, nous, ce qu'on a fait les années précédentes, on a essayé de contribuer un peu à la pédagogie sur la lecture de ces indicateurs de déficit. Je pense que ça a aidé un petit peu. Une façon de présenter le problème, c'est de dire, voilà, vous pouvez croire plutôt à la convention EEC si vous pensez que l'État est prêt à, comme ça, transférer de l'argent, même s'il est en mesure de faire des économies sur ses propres retraites, ou si vous n'y croyez pas, vous êtes plutôt EPR et donc vous visez soit l'une soit l'autre cible, et puis vous pouvez très bien vous fixer des cibles intermédiaires. En 2019, en amont du régime universel, il y a une commission qui avait été présidée par Jean-Jacques Marette, un ancien directeur général de l'ARCO-Agirc, qui avait dû réfléchir à un équilibrage au sens de la moyenne des deux. Moi, à l'époque, je m'étais dit, c'est un peu bébête de dire, on ne sait pas trop, donc on prend la demi-somme. Mais en fait, ça a une logique. Ça revient à dire, voilà, l'État n'est pas prêt à faire tout ce que supposerait la convention EPR, mais il est prêt à faire la convention EEC, mais il est prêt à faire à peu près la moitié de ça. Mais vous pouvez aussi dire finalement le système de retraite maintenant il est devenu tellement imbriqué avec le reste des dépenses publiques que la question c'est plutôt c'est la question de la contribution du système de retraite à l'équilibrage d'ensemble des finances publiques. En fait, il y a un sujet qui est un déficit des administrations publiques. Dès lors que le système de retraite c'est un élément qui a beaucoup de tuyaux qui le raccordent au budget de l'État, on ne peut pas dissocier les deux. Donc la question c'est plutôt on a un problème global de finances publiques, qu'attend-on du système de retraite pour aider à sa solution, et sachant donc qu'il y a quand même beaucoup de la pression sur beaucoup d'autres types de dépenses publiques. Donc là-dessus, le CSR se prononce pas. Alors effectivement, on pourrait dire, on attend de vous que vous nous disiez quelle est la bonne cible, etc. Ça serait un peu nous élever au-dessus de notre condition, parce que nous, notre métier, c'est quand même la retraite. Même spontanément, puisque notre métier, c'est la retraite, on serait enclin à dire, faites-en plus pour les retraités. On le fait pas parce qu'on est conscient qu'il y a d'autres besoins, mais c'est pas non plus à nous de définir l'ensemble de la politique budgétaire
budgétaire et la stratégie de l'État, a fortiori à l'horizon 2070. Donc nous, on se place plutôt du point de vue des retraites. On dit voilà, il y a plusieurs options et selon que vous voulez faire ci ou selon que vous voulez faire ça, voilà comment il faut bouger tel ou tel paramètre. Donc là, puisque c'est surtout ça qui est dans le débat public et en s'appuyant toujours sur les projections du corps, vous avez en bleu la trajectoire sans nouvelle réforme de l'âge de la retraite qui nous le monte à peu près à 64 ans, comme ça a été montré sur les slides de Renaud Villard. Et puis en rouge, combien il faudrait faire en plus si vous voulez viser l'équilibrage, soit au sens de l'EPR, c'est en haut, soit au sens de l'EEC, c'est en bas, et selon votre hypothèse de croissance. Donc là, j'ai mis que les hypothèses à 1% et à 0,7. Vous voyez que si vous visez un équilibrage au sens EPR avec 0,7 points de croissance, effectivement, il faut que vous montiez l'âge de la retraite carrément à 66 ans et quelques à l'horizon de 2050 ou 2060. Alors les problèmes que ça pose, on ne dit pas des choses très originales. Il y a des questions d'impact sur le marché du travail. Là, à mon avis, c'est qu'il ne faut ni les surestimer ni les sous-estimer. Il y a les gens qui disent dès que vous retardez la retraite de quelqu'un, vous faites un chômeur de plus. On est quand même loin de ça. La hausse de l'âge de la retraite jusqu'ici, elle s'est plutôt accompagnée d'une augmentation assez parallèle du taux d'emploi. Donc voilà, ça fait quand même de l'emploi supplémentaire. Mais il ne faut pas non plus dire on peut remonter l'âge de la retraite très vite sans que ça ait aucun effet sur l'équilibre du marché du travail. Donc, il ne faut pas non plus sous-estimer la problématique. Et puis, alors, un autre sujet qu'on a, en fait, la mission du CSR, elle s'appuie, les textes disent qu'on doit suivre un certain nombre d'indicateurs précis, que le corps, du coup, nous fournit. Même dans son rapport, il nous les fournit sur fond bleu, là, pour qu'on les repère plus facilement. Ça facilite notre travail. Donc là, le graphique a produit tel quel. Et donc, un de ces indicateurs, c'est la durée de la retraite évaluée par génération. Donc, en le bleu, c'est la trajectoire que vous auriez avec l'hypothèse de durée de vie médiane des projections de l'INSEE. Et vous voyez que vous avez des générations, alors on n'arrive pas très bien à lire, mais c'est les générations, en gros, jusqu'à la génération 50, dont la durée avait continué à progresser. Et puis après, vous avez eu la réforme de 2010 qui l'a fait régresser. Et si on se contente de ce qui est prévu actuellement, maintenant, cette durée devrait faire du surplace avant de reprendre une croissance au bout de 20 ans et quelques. Mais si vous durcissiez davantage les règles, vous tomberiez sur une situation où vous raccourciriez la durée de la retraite par rapport aux générations précédentes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. On peut dire que c'est le prix à payer, soit pour éviter d'augmenter la part des dépenses de retraite dans le PIB, soit parce qu'on pense qu'il faut plutôt faire un effort supplémentaire sur le niveau de vie relatif des retraités. Il vaut mieux que les retraites soient un peu plus tardives, mais éviter qu'elles décrochent trop par rapport au salaire. Voilà, il y a un débat à voir. En tout cas, on est obligé de montrer cet indicateur et c'est clair qu'il y a un problème par rapport à lui. Ceci dit, derrière là, c'est de la macro, c'est de la moyenne. Derrière ça, il y a surtout des problèmes microéconomiques. Il y a des catégories de population qui seraient plus affectées que d'autres. Et donc là, il y a tout le débat sur les mesures de soutien spécifiques, soutien à l'emploi, les dérogations, pénibilité, etc. Je ne rentre pas dans les détails, d'autant que nous, petits comités, on n'est pas non plus les experts pour refaire toute la politique de la pénibilité. C'est un sujet assez compliqué. Bon, ensuite, si vous voulez remonter l'âge de la retraite, est-ce qu'il faut plutôt que ce soit âge minimum ou plutôt durée? On a repris les éléments que nous enseigne la littérature. L'âge minimum, il est plutôt plus pénalisant pour les moins favorisés parce que les gens plus favorisés, ils partent déjà au-delà de 62 ans. Donc, si on leur dit ça sera 63, pour eux, ça ne change rien. Donc, la durée, par contre, a des effets qui sont plus largement répartis sur l'ensemble des catégories de population. Elle ne protège pas complètement quand même les individus les moins favorisés. Enfin, ça dépend, surtout parmi les femmes. Je ne vais pas avoir le temps de développer, mais j'ai mis un petit graphique repris d'une étude de l'adresse qui avait comparé de ce point de vue-là les réformes de 2010 et de 2014, avec une qui était typique de l'action sur l'âge minimum et l'autre une majoration de la durée. Ce que fait une autre différence, d'ailleurs la CNAV nous avait présenté des projections qui le montraient bien là, quand on l'avait auditionné cette année, c'est que la mesure sur l'âge minimum, elle est à efficacité financière très très rapide. Par contre, les effets s'atténuent à long terme parce que les gens partent plus tard, mais par contre, ils bénéficient de retraites un peu plus élevées puisqu'ils partent avec davantage de trimestres. Alors que la mesure sur la durée, elle est plus lente à monter en régime, mais les effets sont plus durables parce qu'il y a un effet permanent sur les niveaux de retraite. Et voilà, je termine sur mon dernier slide, donc j'y suis. Oups là, j'ai même... Et du coup, j'ai plus le droit de... Oui, dans ce cas, il faut que je me rappelle ce qui est dedans. Ce qu'on a dit, bon, c'est vrai que le débat actuellement, il est très très focalisé sur la question, je crois que j'y arriverai pas, il est très très focalisé sur la question de l'âge de la retraite. On rappelle
Bon, c'est vrai qu'actuellement, les pouvoirs publics n'ont pas très envie de revenir sur la question de l'indexation des retraites, du pouvoir d'achat des retraités, parce qu'ils sont un peu, ils y ont laissé quelques plumes là. Mais il faudra quand même réouvrir le sujet tôt ou tard. Hein. Là, actuellement, finalement, quand on dit le système s'équilibre, c'est quand même grâce à une baisse significative du niveau de vie relatif des retraités, ce qui soulève un petit paradoxe, parce qu'actuellement, on ne veut pas baisser davantage le niveau de vie relatif des retraités, mais on compte sur sa baisse pour résoudre le problème à long terme. Donc, de deux choses l'une, soit la cible à long terme elle est trop basse, dans ce cas-là, il faut réviser complètement notre stratégie d'équilibrage du système à long terme. Soit cette cible est acceptable, mais dans ce cas, pourquoi ne pas demander tout de suite aux retraités ce qu'on envisage de demander aux retraités de 2060 là, bon, tout ce qui est derrière ça, c'est la problématique de l'indexation, et je pense il va falloir vraiment se construire une doctrine sur l'indexation. Est-ce qu'il vaut mieux les prix? Est-ce qu'il vaut mieux les salaires? Si c'est les salaires, on sait que ça va être plus cher, donc il faut que ce soit les salaires, mais corriger quelque chose qui prenne en compte la démographie. C'est assez compliqué. Et il y a surtout, donc c'est le lien avec la question des inégalités qu'on abordait. Si on a des mesures qui pénalisent le pouvoir d'achat des retraités, il faut que ça soit plutôt concentré sur les retraités relativement aisés. Il faut des mesures protectrices au niveau des retraités moins favorisés, mais du coup, ça veut dire que vous évoluez bien vers un système qui tend à réduire les écarts entre catégories de retraités, donc à sortir un peu de la logique dans laquelle ce qu'on demande à la retraite, c'est à peu près de reproduire les inégalités qu'on a dans l'activité, en considérant que la redistribution verticale, c'est de la relever d'autres choses. Et puis d'autre part, et là ça nous renvoie à les thématiques plus structurelles, absolument, l'organisation du financement. Donc ce que révèlent les données là, sur les situations différenciées des régimes, c'est qu'il y a tout un problème de tuyauterie qui n'est pas adapté au fait que les régimes ont des trajectoires qui sont pas les mêmes. Et donc il faut remettre ça à plat. Bon, je ne sais pas comment on s'y prendra, mais en tout cas on est sur des questions de type plutôt structurel. Et dans tous les cas, on combine des dimensions d'égalité intergénérationnelle comme intragénérationnelle, et qui serait plus simple à gérer effectivement dans un système qui serait unifié et assez transparent. Voilà. Bien, merci pour ce panorama technique, mais qui importe pour saisir de quoi on parle. On a une dizaine de minutes avec des questions larges que je vais tenter de présenter de façon simple et provocante. La première porte sur la retraite qui aujourd'hui, au sein des finances publiques, devient de plus en plus une sorte de variable première d'ajustement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la retraite doit être la variable d'ajustement de tout l'ensemble des dépenses publiques? À réponse directe. Là, il est même précisé, question à Hervillard. Oui, Hervillard répond avec plaisir. Le déficit de l'État cette année, je crois, sort à 150 milliards. Donc certes, les retraites peuvent beaucoup, mais ce n'est pas la variable d'ajustement du déficit public. On en est quand même très très loin. En revanche, je rejoins ce que disait Didier, c'est un des facteurs du déficit public, mais le déficit toutes APU, on doit sortir, toutes les administrations publiques et périmètre État plus Sécu, on doit être à 170 milliards. On n'est pas évidemment à la hauteur des enjeux. Je pense que ce serait beaucoup plus confortable pour les pouvoirs publics s'il suffisait de réformer les retraites pour rétablir les finances publiques et sociales. Didier, une réponse à cette question? Oui, absolument. Comme vous avez vu, donc le CSR lui se prononce pas sur ce que doit être cette contribution du système de retraite à la résolution de l'ensemble du problème de finances publiques. C'est sûr que les retraites ne peuvent pas être le seul contributeur, mais c'est vrai qu'en même temps, comme ça représente une grosse masse, et comme dans le cas des retraites, on connaît assez bien les leviers qui permettent de faire évoluer les dépenses, c'est ça qui crée la tentation de recourir à ça. Et voilà. Deuxième question qui porte sur l'accompagnement des seniors. S'ils doivent travailler plus longtemps, qu'est-ce qui est prévu pour cet accompagnement des seniors? Il y avait une question des Blanchet, si j'ose dire, sur les chômeurs, mais en fait Didier y a répondu à sa manière avant que je puisse la poser. Mais sur les seniors, comment on fait pour qu'en emploi, ils soient toujours efficaces, productifs et heureux? Je pense que surtout l'enjeu, c'est de les maintenir en emploi. Et Didier Blanchet l'a rappelé, ce qui progresse. Il y a 20 ans, un retraité sur deux, et ce chiffre est souvent repris d'ailleurs, quand il arrivait à la retraite, il n'avait pas 4 trimestres l'année précédente. Ce chiffre baisse de manière têtue d'année après année, ce qui veut dire que du coup, le halo autour de l'activité, que ce soit chômage, invalidité ou inactivité, ce halo-là est en train de se réduire. Donc, globalement, l'emploi des seniors est en train de s'améliorer. En revanche, on est encore, ça c'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, c'est qu'on est encore très très en deçà de nos voisins européens et que ça fait partie c'est déjà en soi une des sources du problème de financement.
et qui peut être potentiellement aggravé si une augmentation de l'âge ou de la durée conduit inversement ces seniors à tomber en chômage, en invalidité. Quand on prend la réforme de 2010, par exemple, on estime qu'il y a 30 à 40% de paumes. C'est-à-dire que, en gros, la réforme de 2010, ça rapporte 20 milliards, mais ça coûte 8 milliards à la branche maladie, invalidité et à la branche chômage sur les prestations. Donc c'est là que clairement il y a un sujet majeur emploi des seniors. Après les leviers on les connaît. Je pense qu'il y a les leviers les plus simples qui sont l'accompagnement un peu renforcé, l'incitation des entreprises. Et puis après il y a tous les leviers les plus compliqués qui sont les leviers culturels. Qui sont le côté à 55 ans on peut encore se former. Le name and shame qui a été un peu envisagé en disant il y a un index égalité pro-femmes-hommes. Pourquoi pas un index qui permet du coup de mettre à la au moins voué aux gémonies l'employeur qui fait partir un peu rapidement ses seniors. Mais là, changer les règles du jeu, c'est beaucoup plus facile que changer la vision culturelle des employeurs. Et là-dessus, on a une espèce de mal français à considérer que le senior est un facteur de coût et pas une ressource. C'est un peu tarte à la crème que de le dire, mais les chiffres sont têtus. Je suis en train de me dire que plus on vieillissait, chacun d'entre nous, plus on était convaincu de cela, que c'était une tarte à la crème et qu'on devait... Et plus on coûtait cher, mais ce qui est en soi une vertu aussi. Didier, c'est ce point. Oui, sur les instruments, effectivement, on les connaît. Gestion prévisionnelle, des emplois des compétences, formation, lutte contre les discriminations vis-à-vis de l'âge. On peut aussi dire quand même que la politique de retraite elle-même est une forme de levier, parce que alors les économistes ont théorisé ça sous la forme d'appellation d'effet horizon. Quand vous avez un âge de la retraite qui est de 60 ans, dans les 5 années qui précèdent, effectivement, le lien avec le marché du travail commence à se distendre. Si vous repoussez l'âge de la retraite, vous décalez l'ensemble du processus. Ça joue dans les deux sens. Initialement, l'âge de la retraite, c'était plutôt 65 ans, donc c'est entre 60 et 64 qu'on avait des problèmes d'employabilité. On a baissé l'âge de la retraite à 60 ans. À l'époque, les gens disaient, puisqu'on l'a baissé à 60 ans, il n'y aura plus de problème de pré-retraite, il n'y aura plus de problème d'emploi de fin de carrière. En fait, ces problèmes se sont décalés dans la tranche d'âge 55-59 ans. On a réussi à inverser le processus, donc maintenant le taux d'emploi des 55-59 ans est quand même remonté quasiment au niveau qu'ils avaient dans les années 70. Donc pareil, si vous décalez l'âge de la retraite, je ne dis pas ça forcément pour dire que c'est la meilleure politique et que c'est complètement agréable, mais ça vous fait un levier qui vous permet de décaler l'ensemble des comportements en fonction de l'âge. Alors par contre, il y a un point que j'ai envie d'ajouter, parce que on a mis une petite phrase là-dessus dans l'avis du comité de suivi des retraites, mais on n'a pas eu le temps de développer, parce qu'en plus on avait une semaine pour rédiger. Mais il y a des petites questions à se poser d'articulation avec la planification écologique, là, parce que ce à quoi on s'attend, c'est quand même des changements structurels importants sur le marché du travail. Donc il y a des gens qui sont dans des emplois bruns, il y a des gens qui sont dans des emplois verts, on voudrait davantage d'emplois verts, ça va nous poser des problèmes de reconversion. Alors est-ce que ça sera facile à faire ? Voilà, il y a peut-être une interaction, parce qu'on sait quand même que les pré-retraites, ça avait été aussi beaucoup lié à des problèmes de restructuration. À l'époque, c'était sidérurgie. Là, on est sur un autre type de choses, et peut-être que les reconversions seront plus faciles entre le vert et le brun, entre le brun et le vert plutôt. Mais voilà, il y a une problématique à avoir. À mon avis, il y a un très beau sujet de planification écologico-sociale qui pour un moment est quasiment vierge. 3 minutes pour nos 2 dernières questions. Il y a beaucoup de remarques et de questions sur cette redistribution verticale sur laquelle vous avez dit tous les deux quelques mots. Certains veulent aller encore plus avant, donc je vous pose une des questions qui est provocante. Que pensez-vous de l'idée de faire cotiser davantage, enfin d'ailleurs de faire surcotiser des retraités aisés pour payer les retraites des moins aisés ? Fondamentalement, pour le coup, cotiser c'est presque diminuer. Oui, c'est plutôt ça, ce serait le levier, parce que sinon c'est un peu prendre la pierre pour donner la Paul. Sinon, en réalité, ça revient à dire est-ce qu'il vaut mieux pas baisser le taux de rendement sur les segments de cotisation ou sur les cotisations les plus élevées? C'est déjà le cas. Aujourd'hui, le système de retraite est en réalité contribuer à resserrer les inégalités, notamment sur les bas salaires, parce qu'il y a quand même beaucoup de dispositifs de solidarité sur les bas salaires. Après, est-ce qu'il faut l'amplifier? C'est vraiment après un sujet de débat public. En revanche, l'amplification n'a pas un effet. Plus on attaque le dernier décile, moins le rendement est élevé, parce que le dernier décile, ce n'est jamais que 10% des retraités. Et donc, vous diminuez l'assiette. Donc, c'est pas un effet levier majeur. Mais le système de retraite est déjà prévu comme cela, y compris parce que, selon les régimes, on arrête en réalité le système de retraite à 4 ou à 8 plafonds. En soi, c'est un des leviers possibles de financement que de diminuer le taux de rendement encore pour les salaires les plus élevés. Ça ne peut pas être la contribution unique pour équilibrer le système de retraite.
Effectivement, je formulerais pas ça en disant on va faire cotiser les retraités aisés pour payer les retraites. Enfin, on le fait un petit peu déjà avec la CSG, mais enfin, faire cotiser sur des prestations pour financer les mêmes prestations, c'est un peu une machine à faire exploser le taux de prélèvement obligatoire. C'est plutôt une politique qui viserait à modérer plus fortement l'évolution des retraites les plus élevées. On a eu un peu ce genre de choses sur les années écoulées. Il y a des années, on a fait de l'indexation différenciée selon que votre pension était supérieure ou pas à 2 000 €. Donc peut-être qu'on va venir vers ça progressivement. Mais avec faut trouver le bon équilibre entre un système qui se veut plutôt contributif et puis cette exigence de redistribution accrue pour faire face à des problèmes d'inégalité qui menacent. 1 minute, il nous restait une question, mais en fait, il y en a une deuxième qui est arrivée qui est pas mal. Je prends quand même celle qui était là d'abord. C'est sur les questions de non-recours. La CNAV a beaucoup travaillé ces derniers temps sur les questions de non-recours aux retraites. C'est vrai qu'il y a eu des chiffres assez impressionnants qui sont sortis. Ce n'est pas que le non-recours au régime général, etc. Mais la question qui est, que fait la CNAV ? Et les autres, pourrais-je ajouter. Non, il y a 2 sujets dans les chiffres qui sont sortis récemment, c'est sur le non-recours au droit propre. Parce que sur le non-recours au minimum vieillesse, ce qu'on appelle l'ASPA, c'était assez bien connu, c'est en miroir un peu du RSA, amplifié par le recours sur succession. On le connaît, ça on l'adresse, on fait du data mining, etc. La surprise, ça a été l'importance du non-recours sur les droits propres. Alors qu'il y a souvent un non-recours partiel, c'est souvent, en gros, le cas type, c'est le fonctionnaire qui avait 3-4 trimestres du régime général qui oubliait de le demander. Là-dessus, on fait beaucoup, et je souhaite qu'on fasse beaucoup plus. En gros, c'est 500 000 personnes quand même qu'on devrait aller chercher. On est capable maintenant de tous les repérer de manière très fine. Et ben, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des traitements à l'ancienne. On écrit un joli petit courrier en disant « Chère madame, cher monsieur, si vous voulez cliquer là, vous pouvez a priori récupérer les 23,50 € qu'on vous doit. » On leur recommande de cliquer parce que ça nous coûte moins cher. Et puis, quand ils ne répondent pas au courrier, on passe un petit coup de fil. Alors après, derrière, évidemment, c'est de la charge, c'est de l'activité, mais c'est évidemment aussi notre mission. Mais je pense qu'on a tous été très surpris, mais très intéressés par l'étude de l'adresse qui est sortie il y a 2-3 ans, qui a mis qui a mis le chiffre sur un problème qu'on connaissait, mais dont on ne connaissait pas l'ampleur. Enfin, en tout cas, moi, benoîtement. Sur cette affaire de non-recours, Didier ? Bon, pas davantage. Pas davantage. Donc je peux sauter sur ma question qui est provocante, mais dans l'actualité d'ailleurs, je vous la lis. Bonjour, c'est poli. Nous voyons que les leviers de réforme sont toujours les mêmes, allongement, etc. Avez-vous étudié un scénario alternatif, ou un scénario qui n'est pas forcément alternatif, prenant en compte une fin de vie aidée? Pour le dire encore plus nettement, le sujet c'est quelles seraient les conséquences, est-ce que ça a été regardé dans les chiffres, d'une euthanasie acceptée? Ça change un peu de nos questions habituelles. Là, mais... Oui, ça change, mais fondamentalement, pardon de le dire aussi crûment, mais c'est un des paramètres qui est pris en compte, c'est les paramètres d'espérance de vie. En fait, c'est très facile. Si on considère que l'espérance de vie arrête de progresser, mais inversement diminue, par exemple, la crise Covid, alors, qui n'est pas de l'euthanasie, mais qui a évidemment eu un impact sur la mortalité, la surmortalité, alors, en pluriannuel, c'est 1 milliard. 1 milliard de moindres dépenses pour le régime général. Donc voilà, c'est très facile à chiffrer. Après, en revanche, spontanément, la CNAV ne fournirait pas une telle étude, pas par réticence, mais que pour l'instant, il n'y a pas un consensus politique qui nous conduirait à cela. À titre personnel, pour le coup, mais c'est plutôt le citoyen qui parle. Je trouvais ça quand même un tout petit peu même scabreux, quelle que soit la délicatesse de l'interlocuteur. Oui. Je partage ce point de vue. Par contre, ce que je dirais, c'est que je ne l'ai pas mentionné, mais dans l'avis du CSR, on a aussi réévoqué l'idée qui était un peu abandonnée avec la réforme de 2014, de trouver une forme de conditionnalité de l'évolution des paramètres aux évolutions constatées de l'espérance de vie. Parce que si je vous ai montré ce graphique où la durée de la retraite serait appelée à baisser, là, si on durcissait davantage les règles, on pourrait se dire qu'il n'y aurait peut-être pas forcément lieu de le faire si en plus l'espérance de vie évoluait beaucoup moins favorablement que ce qu'on prévoit. Donc voilà, il faut peut-être réfléchir à cette articulation. Voilà, nous sommes à peu près exactement dans les temps, drôle de formule. Vous avez appris plein de choses, vous avez entendu plein de choses. Vous avez appris notamment, pour ceux qui ne le savaient pas, que le premier cotisant à la CNAV, c'était la CNAF par l'intermédiaire de la VPF. Et si vous voulez poursuivre, vous pouvez lire les rapports, en tout cas le dernier du comité de suivi des retraites, et l'excellente revue Retraite et Société de la CNAV qui a abordé, entre autres, ce sujet du non-recours. Nous nous retrouvons dans 27 minutes et 33 secondes, c'est très précis, pour évoquer notre dernier sujet du jour, et pas des moindres, celui de l'EHPAD de demain.